L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait de photos avec un maître en la matière, si on parlait d'une marche qui se pratique au pas de course et si on parlait de la mucoviscidose qui vous invite à combattre ce week-end à Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois Pierre Lemarchal, le président de l'association Grégory Lemarchal. Bonjour. Bonjour. Association du nom de votre fils, victime de la mucoviscidose il y a maintenant 11 ans. À côté de vous, Max Gavy, qui connaît malheureusement bien aussi cette maladie. Bonjour Max. Bonsoir. Organisateur ce week-end d'un village au parc, dans le parc Mistral à Grenoble. On va en parler tout à l'heure avec vous de cet événement. On a également sur ce plateau Jamel Selselbeb. Bonjour. Bonjour. Un marcheur. Alors pas de lien avec la politique et Emmanuel Macron. En vous, c'est la marche sportive, la marche athlétique. Exactement. La marche sportive. Eh bien, on verra ça également dans cette émission, une discipline peu connue de l'athlétisme. Et puis, dernier invité, Guy Delahaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe. Guy, pour résumer votre travail, j'ai un chiffre. 1,5 million. Alors, ce n'est pas votre salaire de photographe, c'est le nombre de photos que vous avez réalisées au cours de votre carrière. Un demi-siècle au service de cet art. Oui, exactement, un demi-siècle, puisque j'ai fait mes premières photos un peu avant 68, ça fait donc 50 ans. Et pour moi, il y a plein d'anniversaires de 50 ans, la Maison de la Culture, mon mariage aussi, ça fait 50 ans. 68, c'est une année importante à Grenoble, oui. Donc, 1,5 million de photos, en fait, c'est pas beaucoup, parce que je numérote tous mes négatifs, les uns après les autres. Il y a 36 photos sur chaque négatif et il y en a 28 000. Donc, vous voyez, je trompe personne en disant qu'il y en a 1,5 million. Mais d'autant que ce sont des photos en argentique, à l'époque où il fallait développer, on avait une pellicule, les tirages papier, ça n'a rien à voir avec la photo d'aujourd'hui qu'on peut faire en rafale. Je parlerai tout au long de l'émission d'argentique, bien entendu, puisque toutes mes photos sont, toutes mes expositions, pratiquement toutes les photos du livre que vous avez sous les yeux, là, sont faites avec des films. Et autrefois, on travaillait avec des hectachromes, film qui ne se trouve plus aujourd'hui, mais en couleur, on pouvait travailler avec des hectas. Aujourd'hui, il reste le noir et blanc, on en trouve encore, assez facilement d'ailleurs. Et je continue à faire des photos avec des films. Donc 36 poses sur chaque film, alors qu'en numérique, on fait 3000 photos à la file, quoi. Ouais, vous n'avez pas succombé aux sirènes du numérique? Écoutez, tout le monde demande des photos numériques ou alors des photos déjà scannées, bien entendu. Donc je suis obligé aussi de faire du numérique, mais je ne peux pas dire que ça m'amuse beaucoup. C'est vous-même qui développiez vos photos dans votre laboratoire. C'était un travail vraiment artisanal du début à la fin. Oui, voilà, c'est ce côté-là qui me plaît dans la photo numérique, argentique, c'est qu'il y a le côté artisanal, c'est-à-dire le côté art plastique. Il faut une certaine habileté pour faire des photos comme celles qui s'affichent en ce moment sur l'écran. Je crois que la photo est en train de quitter les arts plastiques précisément parce que pour la faire aujourd'hui, on tape sur un clavier, on n'a plus besoin d'avoir cette habileté manuelle que je revendique. Le côté artistique de la chose, je m'en vante jamais, je dis jamais je suis un artiste, jamais j'ai dit ça. Mais en revanche, le côté artisanal, ça, je le revendique parce que je sais que je suis plutôt habile. Je fais même les cadres, figurez-vous. Alors, vous êtes spécialisé dans la photo d'artiste, la photo de spectacle. Là, on voit certains de vos clichés. On a reconnu Philippe Noiret, par exemple, en tant qu'acteur. Vous en avez photographié près d'une centaine d'artistes au cours de votre carrière. Oui, peut-être plus. Je ne sais pas, je ne compte pas. Mais quand je vois la liste des gens que j'ai photographiés, je m'impressionne moi-même parce qu'effectivement, il y a tous ceux qu'on voit au cinéma aujourd'hui. Beaucoup sont morts, d'ailleurs, parce qu'ils avaient un certain âge, comme Philippe Noiret, Léotard, Léo Ferré. Jacques Higelin, qu'on a vu au début de cette séquence aussi. Et même des gens qui sont encore vivants mais qui sont plus très valides, comme Michel Piccoli par exemple. Bon, voilà, j'ai photographié tous les gens qui font du cinéma et du théâtre à la fois. Parce que c'est beaucoup plus facile de les photographier sur une scène de théâtre que de les photographier sur un tournage. Ils sont plus accessibles. Mais tous les comédiens ne font pas à la fois du théâtre puis du cinéma.
Alors, vos photos ont été publiées dans pratiquement tous les magazines français, à part deux, j'ai vu ça dans votre bio, Minute, journal un peu extrémiste, et oui. Playboy, plus surprenant Playboy. Vous n'avez pas photographié de belles actrices? Oui, c'est plutôt surprenant parce que effectivement, j'aurais pu publier dans Playboy, d'autant plus que j'ai fait quand même aussi beaucoup de photos de nus. J'ai fait des expositions avec des photos de nus. Là, vous étiez dans la cible. Mais c'est comme ça, quoi. Je peux pas tirer les journalistes par la main pour venir voir ce que j'ai fait. C'est leur travail de savoir ce que je fais. Bon, vous le disiez, vos premières photos de spectacle, vous les avez faites en 68, au moment où la MC2 ouvrait ses portes à Grenoble. Alors à l'époque, ça ne s'appelait pas la MC2, c'était le Cargo, la Maison de la Culture. Ça s'appelait Maison de la Culture. Le Cargo, c'est un petit peu plus tard avec Jean-Claude Galota. Oui, j'habitais en face, c'était relativement facile. J'habitais le grand immeuble qui avait servi pour les Jeux Olympiques. Et quand la Maison de la Culture a ouvert, je me suis dit, tiens, je vais emprunter un appareil photo et puis aller faire quelques photos. Et notamment, je voulais photographier André Malraux, ce que j'ai fait d'ailleurs à ce moment-là, parce que j'avais une admiration certaine pour André Malraux. C'était une époque où c'était relativement facile d'approcher les hommes politiques. Il n'y avait pas une douzaine de gorilles autour d'eux. Donc j'ai fait poser André Malraux. Alors, vous parliez de Jean-Claude Galota, qui est intimement lié à l'histoire de cette Maison de la Culture, hein, le chorégraphe grenoblois. Je crois que c'est l'artiste que vous avez le plus photographié au cours de votre carrière. Alors, il y a trois artistes que j'ai beaucoup photographiés. Il y a Caroline Carlson, il y a Pina Bausch, donc, qui fait l'objet de cette exposition chez Artaud, et puis Jean-Claude Galota. Mais Jean-Claude Galota, c'était plutôt facile parce qu'il est à côté de chez moi. Pour photographier Pina Bausch, il faut quand même faire 2000 km, ce que je fais toujours d'ailleurs. On va voir quelques clichés. Un cliché de Jean-Claude Galota, voilà. Que vous avez commis 30 000 photos, plus de 30 000 photos sur Jean-Claude. Sur Jean-Claude, oui, je pense. C'est presque de l'obsession, là. Non, mais sur 1,5 million, c'est pas beaucoup. C'est vrai que ça fait un ratio raisonnable. Mais il a eu sa grande part quand même de photos. Oui, celle que vous avez également beaucoup photographiée, c'est Pina Bausch, chorégraphe allemande qui a révolutionné à sa façon le monde de la danse. Oui, qui a complètement révolutionné le monde de la danse, mais ça a mis du temps quand même, hein, parce que les premières fois que j'ai fait les photos de Pina Bausch, la moitié de la salle partait. Il a fallu que je m'obstine, moi. Mais Vous l'avez eu au début de sa carrière, à l'époque où elle n'était pas du tout connue. Non, elle n'était absolument pas connue. Je ne sais pas, mais les premières fois que je suis allé à Wuppertal pour photographier ces spectacles en Allemagne, oui, c'est à côté de Cologne, au-dessus de Cologne. Il y avait 10 personnes dans la salle. Et la première fois que j'ai vu Pina au Festival de Nancy, c'est les photos qui s'affichent là en ce moment. Je pense qu'avec ma femme, on était 5 dans la salle, pas plus. Vous avez vu tous ces spectacles J'ai vu tous ces spectacles, oui. Et même certains spectacles, comme Café Muller, qui est le spectacle mythique du siècle, sans doute. Je l'ai vu une quinzaine de fois. Alors les photos qu'on voit là, on peut les découvrir à la télévision en ce moment, mais en vrai jusqu'au début du mois de juin à la librairie Artaud jusqu'à à Grenoble. Fin juin même. Jusqu'à la fin juin. Je donne cette précision puisqu'elle est prolongée d'1 mois l'exposition. Fin juin à la librairie Artaud. Et puis en parallèle de ce travail sur Pina Bausch, vous avez édité ce livre, j'allais dire un pavé parce qu'il pèse son poids. Hein. Oui, c'est vraiment un pavé. En fait, c'est 40 ans de photos. Celle de la couverture date de 79. Et puis la dernière photo du livre à l'intérieur date d'il y a 2 ans, je pense. Voilà, ce livre vient de sortir. C'est une réédition d'un livre qui a déjà été édité en 2007, je crois, et avec des photos nouvelles, puisque Pina est morte entre-temps. Ah, elle est morte en 2009, je crois. Oui, et vous avez continué Donc, à photographier ces reprises de ces spectacles. Et dans le premier livre, il manquait 2 spectacles que j'ai rajoutés dans celui-là. Bon. Pina Bausch, Guy Delahaye, c'est à découvrir même en avant-première le livre chez Artaud, à la librairie, et puis après dans toutes les librairies en France. Vous n'avez pas photographié que des artistes dans votre carrière?
Non, j'ai pris des chemins détournés, parfois un peu bizarres. J'ai fait par exemple un grand reportage sur la goélette de la Marine nationale, la Belle Poule. Et moi qui n'aime pas trop le sport, je m'en excuse auprès de mon voisin. J'ai fait aussi des expositions sur le sport et la danse. Et puis j'ai suivi aussi l'équipe du Havre pendant... L'équipe de foot? L'équipe de foot, oui, qui a d'ailleurs cette année-là perdu tous ses matchs, tous. Alors, j'aime autant vous dire que Les chats noirs. j'aime autant vous dire que dans les vestiaires c'était pas très gai. Enfin, j'ai quand même fait une exposition sur eux et puis j'ai fait un livre sur le vin aussi, par exemple. Bon, les chats, jamais, parce que je crois que c'est un animal que vous aimez beaucoup, le chat. Ah oui, vous en avez quelques-uns chez vous. Hein. Oui, j'ai plein de chats. Bon, vous les photographiez pas. Là, c'est pour votre... Non, je les photographie pas parce qu'ils sont en permanence avec moi. Vous n'avez pas besoin. Je n'ai pas besoin de les photographier. Bon, en petit clin d'œil, une dernière photo. Vous parliez de sport et de danse. Bah, il incarne les deux à la fois, Patrick Edlinger, oui, c'est... Le grimpeur des falaises. Oui, chaque fois que je vois cette photo, je suis très ému parce que, comme chacun sait, Patrick a disparu depuis un petit moment, de façon assez bête d'ailleurs, et j'ai participé à un film qui vient d'être tourné sur lui et qui est passé à la télévision sur la 3 il n'y a pas très très longtemps. Voilà, il est décédé effectivement en tombant dans ces escaliers chez lui dans le Verdon, là où il s'était retiré pour grimper. L'expo donc de Guy Delahaye à la librairie Artaud. Alors moi j'avais dit jusqu'au 2 juin, c'est ce qui s'affiche, mais elle est prolongée donc jusqu'à... Pratiquement jusqu'à ce que je parte pour le Festival d'Avignon. Très bien, bah, vous ferez encore quelques clichés histoire de faire monter le compteur à plus d'1,5 million. Oui. On va changer complètement de sujet pour parler d'une maladie génétique la plus fréquente en France. Je crois qu'il y a un bébé qui naît tous les 3 jours avec la mucoviscidose et malheureusement, Pierre, on n'a pas encore trouvé vraiment de parade sur cette maladie. Parade, non. Si on associe la parade à la guérison, non, pas encore. Il faut être lucide. En revanche, en termes de soins, en termes médicamenteux, on a beaucoup progressé ces dernières années. Et voilà, on a à tel point qu'on a même plus d'adultes maintenant que d'enfants, alors qu'avant, c'était bien le contraire. Donc, on repousse un peu cette échéance. On en meurt encore trop tôt, évidemment, mais... L'espérance de vie progresse. L'espérance de vie progresse et on a des choses très, très intéressantes qui nous arrivent. Voilà, parce que la recherche, bon, ici, c'est difficile d'en parler, mais la recherche progresse à grands pas et on a un bon espoir pour que, peut-être pas supprimer la mucoviscidose, mais au moins que les gens puissent se soigner contre la mucoviscidose. Alors, c'est une maladie... Et correctement et jusqu'à vite aeternam, on va dire. Actuellement, ils passent... pour la majorité d'entre eux, la quasi-totalité, par une transplantation pulmonaire pour continuer à vivre, en fait. Et voilà, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on évite un peu cette échéance de transplantation et qu'ils puissent vivre en se soignant, parce qu'il y a des choses qui se passent en ce moment qui sont très intéressantes. On peut rappeler ce que c'est, symptômes de la mucoviscidose? C'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires, qui touche les voies digestives. Voilà, en fait, c'est une protéine qui ne remplit pas son rôle. C'est ces organes comme les poumons, par exemple, ou le pancréas en ce qui concerne l'appareil digestif notamment. C'est un mucus en fait qui est très épais. Nous on a tous du mucus bien sûr, mais dont on se sépare tout à fait naturellement. Quelqu'un qui a la mucoviscidose, c'est très épais, donc il faut des éléments extérieurs pour essayer de retirer partiellement ce mucus et essayer qu'il puisse respirer de bien bonne manière, mais ça reste une maladie dégénérante. Mais les soins sont assez draconiens évidemment pour soigner la mucoviscidose, mais on arrive à des choses très intéressantes actuellement et qui va pouvoir nous faire entrevoir des jours bien meilleurs pour tous ces gens qui souffrent encore beaucoup de la mucoviscidose, parce qu'il y a pratiquement 7000 patients en France qui en souffrent. Et à côté d'eux, bien sûr, les familles et tout ce qui va avec. Alors, c'est une maladie qui a emporté votre fils, Grégory, il y a 11 ans, en pleine gloire. Il avait 23 ans. C'était l'un des chanteurs les plus appréciés du moment. On voit quelques images de la Star Academy qu'il avait révélées, et puis des concerts qu'il a pu donner quand même à l'époque. Quand on voit ces images, on n'a pas l'impression qu'il est malade. C'est une maladie qui se voit pas, en fait. C'est ce qu'on dit. On dit que cette maladie, elle ne se voit pas. Effectivement, quand on regardait Grégory, on avait du mal à... Sauf peut-être ceux qui connaissaient la mucoviscidose, parce qu'il y a des signes. Mais en revanche, elle s'entend beaucoup, parce que ce sont des gens, puisqu'ils sont touchés au niveau pulmonaire, il faut qu'ils évacuent ce mucus
ce trop plein de mucus en crachant, en toussant, en crachant tout simplement. Donc on dit toujours que c'est une maladie qui ne se voit pas mais qui s'entend. Voilà, mais c'est vrai que c'est généralement des gens qui sont pleins de vie, qui croquent la vie à pleines dents. Et voilà, et Grégory n'est pas une exception. Grégory attendait une greffe pulmonaire. C'était une exception parce qu'on parlait de lui à ce moment-là, mais il y en a plein comme ça qui faute de poumons, de greffons, partent puisqu'ils arrivent à une phase terminale d'insuffisance respiratoire. Et c'est ça qui est vraiment dramatique. Et voilà un peu comment ça se passe pour quelqu'un qui souffre de la mucoviscidose encore actuellement. Max, votre fils Sacha est malheureusement atteint de cette maladie. C'est des soins très lourds à gérer pour les jeunes. Il est adolescent aujourd'hui, Sacha. J'ai envie de dire qu'on l'a suivi à Télé Grenoble depuis 10 ans, l'évolution de sa maladie. C'est compliqué, ça implique aussi un environnement familial. En fait, ce qui est compliqué à gérer dans cette pathologie, quand ils arrivent un peu dans l'adolescence et même avant, c'est qu'on ne connaît pas vraiment leur ressenti face à ce mal qu'ils ont en eux. Et pour nous, ça reste un grand mystère, comme avec beaucoup de parents, d'ailleurs, pour leurs enfants. Sacha, et comme beaucoup d'autres patients, ne parlent jamais de leur maladie. Tout va bien. Pour eux, tout va bien. Mais c'est vrai que, parfois, il y a un peu de la révolte. Parfois, les médicaments, mais au lieu de les prendre, on les met dans une boîte à côté. Mais parce qu'ils veulent faire aussi leur expérience à travers... il est là, mon petit... Ouais, là, c'est quelques images de ces soins, de ces médicaments. Voilà, c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas vraiment leur souffrance intérieure, s'il y en a une. Mais il y en a certainement une, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que sur un plan familial, parfois, ça crée des déséquilibres parce qu'il y a un autre enfant derrière qui, lui, est en pleine santé et qu'il faut trouver l'équilibre pour les deux, quoi. Donc, c'est pas toujours évident. Pierre parlait de l'avancée de la recherche. Il y a quelques semaines, vous avez poussé un coup de gueule dans les médias par rapport au cas de Sacha. Il devait suivre un nouveau protocole, un nouveau médicament à tester. Ça n'a pas pu se faire. Bon, alors là, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer dans le bon sens et Pierre s'en occupe très bien. Donc, pour le moment, il y a des choses qui sont en train d'être négociées. Donc, on ne va pas rentrer dans le sujet qui... Il n'en reste pas moins que l'argent, c'est le nerf de la guerre pour lutter contre cette maladie. Les nouveaux traitements sont souvent très coûteux. Pour récolter cet argent, tous les deux, vous organisez régulièrement avec les autres membres de l'association des événements. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur cette antenne. Le prochain, il approche. Il a lieu ce week-end, samedi 26 et dimanche 27 mai à Grenoble. Un village au parc, Max, c'est une nouvelle appellation pour un événement comme celui-là ? C'est nouveau le concept. C'est la marque de fabrique de l'association Grégory Le Marchal. On crée cet événement, c'est nouveau, avec un nouveau titre. Mais ça va, je vous promets, comme on avait fait par le passé, que cet événement va rentrer dans l'esprit de tous les Grenoblois et de tous les Isérois et au-delà. Mais en attendant, ici, ils vont attendre le mois de mai avec impatience parce que chaque année, on va essayer d'en mettre plus. Et de toute façon, on a besoin de montrer aussi notre état d'esprit. Parce qu'à travers cet événement festif, nous sommes des parents concernés par la mucoviscidose. Et on veut montrer à travers ça qu'on peut être positif, toujours être dans le positif, quelle que soit la douleur que nous avons en nous. Il faut rester positif, il faut transmettre cette image de combat, parce que nos enfants se battent et on doit être à la hauteur de ce combat. Et pour être à la hauteur de ce combat, il faut être actif. Et voilà, ce week-end, on le voit sur les images d'une précédente édition, ce sera la grande kermesse dans le parc Mistral pour toutes les familles, les enfants. C'est une grosse journée, 2 grosses journées festives en fait. C'est plus un rassemblement de tous les âges, de tout le monde ici sur Grenoble, sur le bassin et même au-delà, je disais. Avec tout ce qu'il faut, avec de l'animation, avec un podium, du chant, de la danse. On aura un feu d'artifice samedi soir, un super feu d'artifice samedi soir. Et puis on aura bien sûr, les gens pourront se restaurer sur place.
plein d'animations pour de 7 à 77 ans, je dirais même de 2 peut-être à encore plus. En tous les cas, ça va être un grand moment, un grand week-end que Max et son épouse Steph ont porté. Et voilà, on vous attend nombreux. En plus, je pense qu'il va faire beau. Et si la météo ne veut pas nous contredire... Elle sera là, la météo. Sera au rendez-vous. Voilà, c'est un beau rassemblement et qui réunit aussi les valeurs de ce que l'on défend. Avec ce soutien à l'association Grégory Marchal, mais au-delà de ça, c'est le soutien à tous ceux qui souffrent vraiment de cette, je peux le dire, putain de maladie. C'est un peu comme ça que l'appelait Greg. Ouais, et voilà, ce qui n'était pas, voilà, c'est un peu ce qu'on reprend à chaque fois. En tous les cas, c'est pour ça aussi qu'on est là, à travers ces festivités. Je voulais juste rajouter, voilà, c'est nous qui portons. Il a cité Stéphanie et moi, mais à travers ça, on n'est pas que tous les deux. On a 130 bénévoles qui sont là avec nous. Oui, c'est une grosse organisation. Et franchement, je tiens à les remercier par les deux ce soir parce que le travail qu'ils font est extraordinaire. Et ce que nous allons vivre avec eux ce week-end, ça va être qu'exceptionnel. Et la réussite de cet événement, on leur devra en grosse partie. Il y aura du sport également pendant ce week-end et notamment dimanche matin avec la foulée Grégory Le Marchal. C'est ouvert à tout le monde sur 10 km pour ceux qui seront les plus endurants, 5 km pour ceux qui veulent participer. Jamel, vous serez au départ de cette foulée, en petite foulée vous justement. Hein. Oui, exactement. Ouais, j'ai décidé justement cette année, donc je vais être en compétition le samedi, donc je serai à l'étranger le samedi. Et je vais faire exactement le déplacement que j'ai rentré, exprès pour prendre part aux 10 km que je vais faire en marche, justement pour que tous les Grenoblois puissent avoir l'occasion de voir un marcheur de niveau national, pour justement être avec eux, les accompagner durant le 10 km et pour pouvoir échanger et en disant que je suis avec eux parce que c'est un combat de tous les jours et puis moi je me reconnais au travers des valeurs de la marche, de la persévérance, l'abnégation et qu'il ne faut rien lâcher donc comme ça les gens verront un petit peu plus notre marche. Parce que la marche athlétique, c'est pas la discipline la plus connue et la plus médiatisée de l'athlétisme. Loin s'en faut. On en voit très rarement, sauf pendant les grands championnats ou les Jeux Olympiques. On a un Français, Yoann Diniz, qui est de votre génération, qui a une quarantaine d'années, qui a glané le titre suprême il y a 2 ans aux Jeux Olympiques. Vous faites partie d'ailleurs des meilleurs Français depuis 10 ans à ses côtés. Exactement. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de sélections avec Yoann. Donc c'est quelqu'un que j'ai l'habitude de côtoyer. Donc forcément... Nous, ça nous permet un petit peu de sortir de l'ombre dans la mesure où il a de très bons résultats. Donc on n'est pas un sport à part entière de l'athlétisme, mais on fait bien partie de l'athlétisme. Bon, après, on est un petit peu moins reconnu. Il n'y a que certaines personnes qui sont propres à la marche qui nous reconnaissent. Mais je pense que c'est un sport qui demande justement à grandir et à se faire connaître. Donc je profite justement comme ça de la manifestation pour dire à tous les Grenoblois, s'ils veulent venir s'essayer... Je suis de tout cœur pour les initier, quoi. Parce que tu vas faire une initiation en plus. Exactement. À l'issue du 10 km, vous proposerez aux Grenoblois qui ont envie de découvrir la marche athlétique. Exactement. Parce que ça marche de façon, c'est le cas de le dire, un peu particulier. J'ai des images de vous qui datent de ce week-end. Hein. Vous participiez au Stade Bachelard aux interclubs avec votre club de l'entente athlétique de Grenoble. Vous êtes en jaune. C'est quoi la particularité entre la marche et la course? Des fois, La particularité même justement de la marche, c'est qu'il faut toujours avoir un contact au sol. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait une jambe tendue. C'est ce qui donne cette démarche un peu particulière. Exactement. On a un petit peu l'impression qu'on marche un petit peu comme un pingouin. Mais il faut toujours qu'on ait un contact au sol et que la ligne des épaules soit justement droite. Si la ligne d'épaule a tendance un petit peu à bouger, c'est-à-dire qu'on est en suspension. Donc. Nous, quand on marche vite, on va dire, on fait du 5-6 km/h. Vous allez à des vitesses beaucoup plus importantes. Alors, en fait, j'ai des records sur 5 km, je marche en 20 minutes, donc je marche à 15 km/h. Donc après... Même en courant, c'est très compliqué à faire. Hein. 15 km/h sur 5 km, après 14 km/h sur 10 km. Ça peut aller très très vite. Quand on arrive à marcher à ces vitesses-là, ça attire l'attention. Bon, pour arriver à ces vitesses-là, il faut des années et des années d'entraînement. Je crois qu'à une époque, vous faisiez plus de 150 km par semaine. Exactement, ouais. Je suis arrivé à entre 150 et 200 km par semaine, vu le cahier des charges que la fédération imposait quand je partais beaucoup à l'étranger. Oui, sinon on n'arrive pas à tenir les cadences, quoi. Bon, donc
Dimanche matin, ceux qui ont envie d'aller courir ou marcher, il y a la foulée Grégory Le Marchal dans le parc Mistral. Et donc à partir de 11h à peu près, vous donnerez un cours aux débutants et vous les ferez marcher, c'est ça? Exactement, donc je prendrai la personne novice qui veut justement s'essayer à la marche. Donc tout le monde peut essayer la marche, jeune et moins jeune. Ah, il y a Pierre qui a l'air partant. Et puis après, on fera un petit challenge sur entre 50 et 100 mètres selon la distance dont on disposera. Puis on fera une tentative de record, histoire que justement venir titiller un petit peu la marche extra rapide. Bon, voilà, il a fait un pari qu'il allait la gagner. Ah, mais... alors dans ce cas-là, on suivra ça. Pierre, attention. Attention. Moi, j'en ai déjà fait un peu de marche athlétique et c'est un vrai sport. Vraiment. Ah bah ça c'est clair que c'est un sport d'abnégation Exactement, ouais. et de souffrance. Un village au parc, donc 26 et 27 mai. Il y a également les Scouts de France qui proposeront un grenier en parallèle dans le parc Mistral. Juste devant le stade des Alpes, il y aura le vide-grenier voilà. Des scouts. Donc ça fait deux bonnes raisons d'aller dans le parc ce week-end. Oui, tout à fait. Puis je voudrais juste rajouter pour la course, puisque beaucoup de personnes nous demandent l'information. Il n'y a pas besoin de certificat médical pour participer à ces 3 courses. C'est libre. Oui, tout simplement parce que ce sont des courses qui ne seront pas chronométrées. Et pour rester dans l'esprit de notre association, on veut que tout le monde ait sa chance à gagner des lots. Donc il y aura un tirage au sort des dossards à la fin des courses. Voilà. Très bien, eh ben, c'est entendu. Merci à tous, merci à Guy d'être venu nous parler de Pina Bausch et de la présentation de ce livre. On se retrouve, nous, demain. Ah oui, Philippe Basse, bien sûr, le comédien de la série Profilage de TF1 qui sera également présent dimanche. J'allais l'oublier. Samedi. Il sera présent samedi. S'il est revenu de Bora Bora, on ne sait pas. C'est pour ça que moi je l'avais... Voilà, mais une des figures appréciées des téléspectateurs. Oui, en tout cas, TF1. je voulais le remercier parce que c'est pas évident. Il a dit oui tout de suite. On a eu la chance de rencontrer la productrice de Profilage et qui l'a informé de ce qui allait se passer à Grenoble et il a dit oui tout de suite. Il a préféré venir le samedi plutôt que le dimanche, que la marche, ça le tentait moins, Philippe Basse. C'est un grand sportif, mais peut-être que... je sais pas. Il faudra la citer après le feu d'artifice du samedi soir. Bon, merci en tout cas à tous les 4 d'être venus. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, mais avec d'autres invités. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.